propose de débuter cette nouvelle séance du conseil municipal du jeudi 30 mai. On va débuter en faisant l'appel nominatif. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller. Présente. Philippe Pourteau. Présent. Marina Boinet. Présente. Hervé Labadie. Présent. Sandrine Dreyfus a donné procuration à Madame Boinet. Stéphane Maton. Présent. Philippe Joréguibéry. Présent. Philippe Sabaté. Absent. Peut-être arrivé. Laurent Pétriac a donné procuration à Monsieur Serge Beauchir. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan a donné procuration à Jean-Joseph Salmon. Françoise Argous. Présente. Serge Beauchir. Présent. Marie-Christine Mirabel a donné procuration à Madame Argous, mais elle devrait arriver avant la fin de notre séance. Nathalie Sabatier a donné procuration à Hervé Labadie. Hélène Ducoral. On va avoir un peu d'absence, de retard sûrement. Un peu de retard. Ou une grande absence. Nicolas Dardy également, je pense. Va arriver en retard. Marie Darumerlou. Présente. Virginie Darumerlou. Présente. Marion Lissayou a donné procuration pour le début de séance à Virginie Darumerlou. Elle devrait arriver d'ici 15 minutes. Isabelle Aspeitia. Présente. Florence Roura. Présente. Mathieu Vigne. Présent. Mike Bresson. Présent. Pénélope Lanterne. Présente. Et Didier Sors. Présent. Donc, je vous propose de nommer secrétaire Madame Lissayou, et donc on va débuter avec Virginie Darumerlou plutôt, pour cette séance. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Vous demandez si tout le monde avait bien reçu l'ensemble des documents au niveau du conseil. A priori, il n'y a pas eu de remontée. Tout est correct dans l'envoi. Vous dire que lors de la séance précédente du 15 avril 2024, donc le procès verbal a donc été rédigé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des rectifications sur celui-ci? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui a une abstention? Non. Donc le procès verbal est validé. Donc aujourd'hui on se voit pour 10 délibérations. La première délibération concerne les marchés publics avec nos deux chantiers principaux actuels, que sont le centre technique municipal et la médiathèque. Et on va débuter avec la médiathèque, avec, vous allez voir, des avenants qui n'ont pas de grands enjeux financiers, et je laisse la parole à Philippe Joréguibéry, l'adjoint en charge de la voirie, des travaux et de la sécurité. Oui, bonsoir. Donc, t'es excusé, c'est bien. Donc, considérant la nécessité de réaliser sur les lots numéro 1, 4, 9, 10, 12 et 13 des adaptations techniques et des prestations supplémentaires dont la mise en œuvre s'est révélée indispensable pour différentes contraintes rencontrées au cours de l'exécution des travaux, considérant que ces travaux supplémentaires résultent d'une suggestion technique exceptionnelle, le conseil municipal décide de constater le financement disponible permet le règlement des avenants à passer avec les entreprises Pinaki, eToys, KP, Fotou, Courtieux et Lino Tapi, d'accepter le montant des travaux supplémentaires à exécuter pour une somme de 150 € et 90 centimes hors taxe. Pour le lot numéro 1 pour Pinaki, plus 10 000 €, 730 € et 45 centimes pour le cheminement piéton, 975 € pour le complément caniveau jonction parvis, entrée du bâtiment. Le lot 4 pour un montant de 4 317 € et 50 centimes pour le démoussage de tuiles et une moins-value pour les remplacements des kits tuiles photovoltaïques, moins-value de moins 11 509 € et 60 centimes. Pour le lot 9, pour l'entreprise KP, ajout de prise suite à aménagement, pour un montant de 3 129 € et 85 centimes. Pour le lot 10, pour l'entreprise Fotou, pour un montant de 6 118 € et 70 centimes, pour le chauffage, salle d'exposition, ventilation, rangement, chaises et chaufferie, vannes.
Pour le lot numéro 12, pour l'entreprise Courtieux, une moins-value de 10 000 € pour la non-réalisation du système retour d'ouvrage, une moins-value de 5 000 € 98 € pour la signalétique intérieure, une plus-value de 1 300 € pour le rajout de placard et une plus-value de 1 080 € pour un local rangement chaise. Pour le lot numéro 13, pour l'entreprise Lino Tapis, une plus-value de 1 100 € pour une surépaisseur de chape due à une erreur de réservation. D'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants du marché avec les entreprises précédemment citées, portant ainsi le montant total à 967 000 € et 1,95 €, soit 1,79% du montant initial du marché. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette première délibération? Oui, s'il te plaît, Julien. Oui, Didier Sorce. Oui, je vois là pour le lot Lino Tapis, une plus-value pour une surépaisseur de chape due à une erreur de réservation. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est cette erreur de réservation. Et, donc s'il y a eu erreur, c'est dans les corps de métier. Et je ne vois pas pourquoi c'est pas le responsable de l'erreur qui prend ça à sa charge. Alors, pour ma part, aucune idée. Alors là, c'est trop technique pour moi. Je fais confiance à ma directrice des services techniques, dont c'est le métier. Je ne sais pas si Philippe, tu as plus de détails. Je suis toujours comme toi. Ouais. Non. Du coup, d'entrée, il y a eu... Ils ont remarqué une erreur de qui on ne sait pas du tout. Donc si on a mis ce montant-là, c'est que ça nous revenait à nous. Oui, parce que là, depuis le début du chantier, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il n'y en a pas beaucoup d'erreurs sur le chantier. Et du coup, c'est ce qu'on partageait avec Monsieur Giraud, l'architecte donc de ce chantier et qui suit tous les vendredis. Alors là, vraiment, on a un architecte qui est présent tous les vendredis sur le chantier. Donc j'ai assisté à quelques réunions, mais c'est vrai que j'étais pas sur une des réunions liées à ce sol souple. Au-delà de cela, puisqu'on voit quand même qu'il y a eu des moins-values qui compensent donc ces augmentations, et c'est ça aussi, parce que par exemple, je me dis, j'extrapole un petit peu parce que je sais pas trop du coup ce qu'il en est sur cette surépaisseur. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a des lieux, par exemple je vais citer le placard qui a été rajouté. Vous avez vu, plus-value pour rajout d'un placard, salle bénévole. Il y a eu quand même une configuration des parties non accessibles au public qui peut-être expliquer ça, parce que par exemple le local stockage, je pense que ça peut être lié à ce montant. Quand je vois 1 000 € de tapis, je pense que ça peut être lié au stockage, puisque 1 000 € de tapis c'est pas grand chose. Donc ça, je pense que ça peut être quelque chose comme ça. Non, il n'est pas énorme, non, c'est juste. Non, mais et les demi de Sammal. Parce que. 1100. Donc, une erreur normalement d'épaisseur de chape, ça part du trait de base de départ qui est tiré par le maçon et qui peut être induit en erreur par l'épaisseur de finition de chape du sol. Donc, je sais. Mais c'est vrai que c'est pas très important. Non, mais dans tous les cas, on va vous donner une réponse. Mais pour 1 000 €, c'est pas sur toute la surface. Hein. Ah non. Parce que déjà, on aurait une plus-value nettement supérieure. Donc c'est vraiment il doit y avoir vraiment qu'un endroit. Et je pense savoir lequel. Mais on va vous amener la réponse. Aucun souci. Monsieur Bresson. Juste une remarque complémentaire. En matière d'avenant, vous le savez, il y a une réglementation qui impose de ne pas bouleverser l'économie générale de la consultation initiale. En ce sens, le législateur, et en tout cas le contrôle de légalité, a pour habitude de considérer que quand il y a plus de 20%, il faut regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas eu par hasard une modification de l'économie générale de la consultation. Et dans tous les avenants qui nous sont présentés, aucun des pourcentages n'est indiqué. Donc il serait souhaitable qu'il soit indiqué. Oui, mais je vous confirme qu'on est à moins de 20%, évidemment. Mais ce serait bien
de nous éviter à faire le calcul. Oui, mais bon, là, je pense qu'à 1 100 000 du projet... Non, c'est sur chaque marché. Oui, Ouais. d'accord. Ok. Bon, en tout cas, ce que je retiens moi, c'est que pour les finances de la commune, il y a 150 € en plus aujourd'hui qui est proposé au conseil municipal. Donc c'est quand même ça la décision qu'on a à prendre ce soir. Moi, ce qui est important de vous préciser, parce que ça concerne quand même un point qui a été au centre des discussions régulièrement sur ce projet, c'est, vous le voyez, moins-value pour le remplacement des kits tuiles photovoltaïques. Alors ça a été des échanges assez réguliers entre l'architecte et différents modèles liés au photovoltaïque. On se dirige plus vers des panneaux photovoltaïques assez classiques et pas ces tuiles photovoltaïques. Donc voilà, ça c'était important parce que ça a été un choix. Bon, en ce moment, la technologie va très rapidement, mais il n'y a qu'un fournisseur qui est sur Bordeaux. Bon voilà, finalement, le choix a été fait d'aller vers quelque chose de rassurant aussi sur la pérennité et sur la fiabilité du système avec ce prestataire eToys, avec qui d'ailleurs on travaille très bien, ça se passe très bien sur le chantier avec cette entreprise eToys. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette première délibération au sujet de la médiathèque. On va faire la même chose pour le centre technique municipal et intercommunal et je laisse la parole également à Philippe Jorigui-Berry pour ce chantier en cours également sur notre commune. Et donc pour la délibération 55, pour le centre technique municipal et intercommunal, considérant la nécessité de réaliser sur les lots numéro 1, 2, 6, 7, 8, 10 et 12 des adaptations techniques et des prestations supplémentaires dont la mise en œuvre s'est révélée indispensable, considérant que ces travaux supplémentaires résultent de suggestions techniques exceptionnelles, le conseil municipal décide de constater que le financement disponible permet le règlement des avenants à passer avec les entreprises Bernadet Construction, Cancé, Jean Goïti, Michel Etchepart, Sudelec, Oyamburu et Gilbert Pinaki, d'accepter le montant des travaux supplémentaires exécutés, soit une moins-value de 1 677,50 €. Pour le lot numéro 1, pour Bernadet Construction, une moins-value de 6 773,50 € concernant une moins-value pour travaux transférés au lot VRD. Pour le lot numéro 2, une plus-value de 1 236,20 € pour l'entreprise Cancé pour une plus-value pour des lisses et bardages de finition. Pour le lot numéro 6, au compte de l'entreprise Jean Goïti, suppression des cloisons et plafonds pour une moins-value de moins 3 343,41 €. Pour le lot numéro 7, pour le compte de l'entreprise Etchepart, une plus-value de 1041,26 € pour des fournitures bloc-porte vestiaire, police municipale. Pour le lot numéro 8, à Sudelec, une moins-value de 5 886,01 € pour le contrôle d'accès et interphonie. Pour le lot numéro 10, au compte de la société Oyamburu, une plus-value pour 2 rajouts de douche à l'italienne pour une plus-value de 2 770,50 €. Et enfin pour le lot numéro 12, pour le compte de Gilbert Pinaki, une plus-value de 9 276,15 € pour divers travaux VRD et travaux transférés du lot numéro 1. Parfait, Philippe, merci beaucoup pour ces précisions, pour un chantier qui avance très vite. On a eu un peu de retard sur la partie des fondations et là c'est un peu le contraire, on est maintenant à l'avance sur la durée du chantier, donc la livraison est prévue toujours vers septembre-octobre 2024. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération ? Donc, on vous propose de passer au vote donc, pour ce montant de travaux supplémentaires qui a une petite moins-value de 1 677 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette 55e délibération de l'année. On va passer maintenant au patrimoine. Et notamment à une acquisition d'un bien sur notre commune au quartier neuf avec l'acquisition de la maison Vulcain et le portage par l'EPFL. Et je laisse la parole à Gilles Pénoche, l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et des mobilités.
Oui, C'est bon. c'est bon. D'accord. Oui, bon, merci. Donc la maison Vulcain, je pense que tout le monde la connaît, c'est une maison importante à Saint-Martin-de-Sélignan au quartier neuf, qui est d'ailleurs classée au niveau du PLUI sur la partie patrimoine. PLU pour l'instant. Oui, PLU. Oui. Excusez-moi, j'avance un peu vite. Le PLU avance tellement bien que je suis déjà dans le PLU. Cette maison, malheureusement, suite au décès de Patricia Goutenègre, donc a été, la succession est en cours, donc on a été en contact avec un marchand de biens et le frère de Patricia Goutenègre sur la vente de cette maison, et donc qui est soumis d'ailleurs avec l'ensemble de la parcelle, la T132, qui fait 1152 mètres carrés, à la préemption. En fait, en regardant, on s'est aperçu, c'était pas très difficile, qu'on est propriétaire aussi de la commune de la parcelle AT19 où il y a la perception plus le logement de fonction, et la parcelle AT133. Il nous a semblé qu'il aurait été intéressant de rentrer en négociation avec la famille pour pouvoir faire un seul ensemble, pour pouvoir avoir dans l'avenir un projet cohérent et notamment sur Vulcain, un projet cohérent au niveau de logements sociaux, ce qui n'était pas tout à fait prévu au début par rapport à la famille. Donc la négociation s'est quand même bien passée, on a eu face à nous quelqu'un de très ouvert, de très correct, et en fait en lui proposant diverses solutions, notamment le portage par l'établissement public foncier, Landes Foncier, la solution pour lui de, certes, et vous avez avec vous, dans le dossier, la valeur vénale des domaines à 400 000 euros, et là vous verrez, quand je vous lirai la délibération, qu'on est à 440 000 euros d'achat. On a eu quelqu'un qui a avancé, parce que le PFL, je rappelle un peu pour tout le monde, c'est un portage sur 5 ans. C'est une possibilité aussi pour le propriétaire de toucher l'argent de suite, puisque là, il n'y a pas de promotion immobilière, il n'y a pas d'aménagement. Donc c'est quand même aussi un avantage. Et derrière, pour la commune, le fait qu'on puisse faire 100% de logements sociaux nous octroiera un fonds de minoration de l'EPFL de 30%, ce qui fait que l'EPFL, dans 2, 3, 4, 5 ans, quand nous rachèterons cette parcelle, on aura 30% de moins sur les 440 000 que nous achetons. Voilà, donc vous voyez aussi que la parcelle non construite en bas, elle est intéressante, parce que pour ceux qui connaissent, on est quand même plein sud, donc on a une belle orientation, on a une pente sur la parcelle à 133, mais bon, qui n'est pas énorme non plus, donc on a vraiment de quoi faire une belle opération d'aménagement. En fait, bon, je parle d'opportunité d'acquisition. Bon, c'est dû malheureusement à la disparition de Patricia, qu'on regrette tous, mais c'est comme ça que ça se passe. Et juste avant de passer à la délib, je signalais qu'au début, la famille Goutenègre souhaitait un peu plus de 600 000 euros de ce bien. Voilà. Donc la compréhension, la négociation et différentes techniques ont permis d'arriver à un accord qui, nous semble-t-il, est profitable à tous. Donc, je rappelle les considérants, que la commune est en négociation depuis plusieurs mois avec la famille Goutenègre pour l'acquisition de la maison Vulcain, cadastrée section AT32, superficie de 1150 m², 6 avenue Quartier Neuf, que cette parcelle est classée en zone U, du PLU communal. Ça m'étonnerait que le PLU change le classement. Peut être mobilisée dans le cadre d'une future opération de logement, notamment locatifs sociaux. Considérant qu'en effet la commune est propriétaire des parcelles attenantes cadastrées AT19 et 33, ancienne perception, envisager une opération immobilière comprenant la production de logements dont une majorité à vocation sociale, et considérant qu'à ce titre il apparaît opportun de se porter à cœur ce parcellaire, représentant un réel intérêt stratégique afin d'élargir l'assiette foncière actuelle, considérant que l'acquisition de cette parcelle est opportune pour la commune, pour parvenir à l'atteinte de ses objectifs de production de logements locatifs sociaux, et considérant que la négociation amiable a abouti et les propriétaires de la parcelle souhaitent céder leur bien à la commune moyennant le prix de 440 000 euros. Considérant la charge financière que cette acquisition représente pour la collectivité, M. le maire propose au Conseil de demander le portage de cette propriété par le PFL, Landes Foncier, et de fixer les modalités de portage ainsi qu'il suit. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, donc l'acquisition à l'amiable de la propriété bâtie,
et de déléguer cette acquisition à l'EPFL Land Foncier au prix de 440 000 euros et autorise Monsieur le maire à signer toute convention de portage ou de mise à disposition nécessaire à la contractualisation et à la gestion ou à la mise aux normes ou aux travaux nécessaires à la préservation et sécurisation du bien ci-dessus visé. Article 3 fixe en matière de portage foncier. Conformément au chapitre 2, paragraphe B du règlement intérieur de Land Foncier, la durée du portage foncier de l'opération est fixée à 5 ans à compter du jour de la signature de l'acte authentique par Land Foncier. Toutefois, une sortie anticipée du portage pourra intervenir à la demande de la collectivité, pour ainsi caler au projet, et après accord du conseil d'administration de l'EPFL Land Foncier, selon les conditions déterminées dans le règlement intérieur, la sortie anticipée aura notamment pour effet de réduire d'autant la durée du portage foncier. L'usage du bien, c'est important parce que c'est des choses qui ont évolué lors du dernier conseil d'administration de Land Foncier. La collectivité s'engage à ne pas faire usage des biens, à ne pas louer les 10 biens à titre gratuit ou onéreux et à n'entreprendre aucun travaux sans, et ça c'est ça qui est important, y avoir été autorisé par convention préalable par le PFL Land Foncier. Le fonds de minoration dont je parlais tout à l'heure, et une partie de l'opération étant menée en vue de réalisation de logements sociaux, la commune de Saint-Martin-de-Seignan pourra solliciter auprès de l'EPFL Land Foncier le bénéfice de fonds de minoration selon les modalités du dit règlement. Cette minoration, si elle est accordée, réduira le prix de revente à la collectivité. Donc 100% de logements sociaux, c'est 30% de fonds de minoration. Et article 4 s'engage à reprendre auprès de l'EPFL Land Foncier le bien immobilier si le suivisé. Et le prix de revente du bien sera déterminé de la façon suivante. Prix d'acquisition du bien, frais issus de l'acquisition, acte, géomètre, notaire, indemnité. Le paiement du prix de revente sera effectué de la façon suivante. Paiement de 20% du prêt principal d'acquisition par le PFL Land Foncier l'année suivant la signature de l'acte authentique. Donc, et ça, c'est ça qui est important, puisqu'ils vont acquérir et porter le bien dès cette année, et nous ne paierons les 20% qu'en 2025, ce qui permettra aussi de lisser la partie budgétaire. Et donc, on autorise Monsieur le maire à signer tout document, engager toute démarche nécessaire au bon déroulement. L'article final, c'est le classique. Monsieur le maire et l'adjoint au maire sont chargés, et l'adjoint au maire en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, mon cher Hervé, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation contrôle de l'égalité préfectorale. Voilà. Je profite pour terminer pour dire que Land Foncier, je suis au conseil d'administration, le président aujourd'hui c'est Jean-Marc Lespade, est un partenaire important des communes et de notre commune aussi, sachant que nous sommes un territoire tendu et donc Land Foncier intervient beaucoup sur le Seignance. Voilà. Merci Gilles. Après je peux répondre aux questions s'il y en a. Merci Gilles. Donc oui, effectivement, continuer quand même à toujours faire ces acquisitions foncières quand on connaît la tension sur le marché du logement, comme je le dis quasiment à tous les conseils municipaux finalement ces derniers mois. Il faut qu'on ait aussi ces réflexes de réserve foncière pour les futurs conseils municipaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération, Monsieur Bresson? Oui, lors de la commission d'urbanisme, il nous a été indiqué que, d'abord, ce qui a été répété en conseil municipal, que l'immeuble est classé, mais que l'opération pourrait faire l'objet d'un groupement avec l'ancienne pairie municipale dont nous sommes propriétaires. La question a été posée de savoir si on allait procéder à une démolition de l'ancienne pairie, ce que je trouverais un peu regrettable compte tenu, comme vous venez de le dire, de la pénurie de bâtiments et également de commerce et d'activité. Et on pourrait imaginer, plutôt que de démolir cette construction, puisque la maison Goutenègre étant classée, on voit difficilement comment elle pourrait être démolie, en tout cas pas en totalité. On pourrait imaginer que la commune passe un bail locatif avec une activité commerciale ou artisanale quelconque, ce qui permettrait de générer à la fois du revenu et qui amènerait un intérêt pour les habitants de la commune, plutôt que de démolir ce bâtiment qui, somme toute, est de qualité et qui représente une surface assez importante. Oui, non, mais évidemment, j'allais dire, enfin, on va étudier toutes les solutions, que ça soit sur. Donc là, on est bien d'accord, on ne délibère que sur Vulcain, on ne parle pas de
de l'ancienne trésorerie. L'ancienne trésorerie, c'est encore chaud, entre guillemets, j'allais dire. Hein, ça demande de la réflexion, de l'analyse. Effectivement, il y a un locataire déjà aujourd'hui, hein, donc ça c'est la première chose hein, sur le logement. Pour autant, c'est un bâti où il faut réinventer une activité. Donc il faut étudier, il faut faire une programmation, il faut prendre le temps. En tout cas, ça c'est vraiment notre fil conducteur. Oui, je rajouterais... C'est allumé. Oui, bon, c'est bien que tu parles de bâtiments remarquables parce que c'était à l'époque l'architecte Jean-Louis Durcot qui avait fait la perception, un bon architecte et qui avait réalisé les études de la ZAC. Voilà, moi je voudrais dire aussi que c'est vrai que c'est un peu tôt parce qu'en fait, bon, la perception, on savait qu'elle allait partir. Hein. On est quelques-uns ici dans cette salle à avoir manifesté pour empêcher le déplacement et le démantèlement du service public tel qu'il est lancé par l'État. Mais l'opportunité d'avoir aussi la maison Coutenègre à côté, bon, c'est vrai que ça ouvre de nouvelles perspectives en matière d'aménagement, de densité, de hauteur, de patrimoine. Bon, et on travaillera ensemble tout cela sur ce projet qui n'est pas encore immédiat, quoi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de nouveaux commentaires, oui, Didier. Moi, je voudrais quelques explications complémentaires au sujet de l'usage du bien, donc toujours avec des pénuries de logements. La maison Vulcain pourrait servir de logement d'urgence, donc tu peux m'expliquer comment ça se passe avec le PFL? Oui, alors justement, c'est une très bonne question parce que c'est un élément important de la modification du règlement de l'EPFL. Qui a été voté au conseil d'administration il y a 2 mois, suite à des groupes de travail. Il y a eu 4 groupes de travail justement sur la modification des statuts de l'EPFL, auxquels j'ai eu la chance de participer avec le maire de Tyros, le président de l'EPFL, donc le maire de Tarnos, et puis 5 autres élus landais. En fait, avant, quand l'EPFL a racheté un bien, c'était la commune qui décidait de mettre des gens dedans et qui percevait le loyer. À partir du moment où le PFL a choisi déjà d'être plus présent sur le territoire, d'embaucher quelqu'un, aussi un technicien pour faire un conseil aux communes et surtout d'élever son montant de participation, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis la directrice de l'EPFL aujourd'hui, le pays de Morsinx vient d'adhérer à l'EPFL, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, le grand changement, c'est que nous, commune, on peut décider de mettre des gens dedans, puisqu'il y a au moins de toute façon des appartements qui sont largement habitables dans Vulcain, hein, c'est en très très bon état. La seule différence, c'est que le loyer, avant, a été touché par la commune, et là sera touché par le PFL. Donc c'est pour ça qu'on parle de convention, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait mettre, je dis une bêtise, mais un commerce, logement d'urgence, du logement social provisoire, hein, mais par contre le loyer ou des occupants à titre gratuit peut-être si on a un problème d'urgence. La seule différence dans les nouveaux statuts, c'est que ces loyers seront perçus par le PFL. Voilà. Mais c'est pas la volonté de la mairie aujourd'hui. Non. Voilà, non, mais l'idée c'est plus d'avoir un projet de réhabilitation de cette maison pour en faire, j'allais dire, tout à fait. un nombre de logements plus important que ce qui est possible aujourd'hui. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération donc, sur l'acquisition amiable de la maison Vulcain et le portage par l'établissement public foncier des Landes? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 56e délibération. On va passer donc à la délibération sur un sujet qu'on avait déjà évoqué en conseil municipal il y a quelques semaines. C'est le fameux chemin de Passeloupe. Et je laisse la parole à Gilles Pénoche pour des concrétisations nouvelles sur ce chemin. Oui, bon, je pense que tout le monde se souvient de l'histoire du chemin de Passeloupe qui ne remonte pas à la dernière délibération, puisqu'il remonte à quelques années. Ce chemin qui était utilisé par pas grand monde ou par personne. Bon, les riverains se l'étaient, j'aime pas le terme accaparé, mais l'utilisaient et l'entretenaient en tout cas un peu. Et bon, à partir du moment où les réflexions ont évolué, notamment à travers le projet d'Artémis, et puis le lien piéton-vélo entre la rue de Montauby et
et la route Océane ont fait qu'il a fallu revenir vers les propriétaires pour leur proposer l'acquisition du terrain. Hein. Donc on a aujourd'hui 2 propriétaires qui avaient accepté l'acquisition du terrain, c'est-à-dire qui comprenaient une partie de la totalité du chemin de Passeloup, c'était donc les consorts Plaisance et les consorts Bourg-Garicois. Et puis il y a Madame Chantal, qui est à l'entrée du chemin, là, juste après le poste électrique, là, pour ceux qui connaissent. En fait, Madame Chantal, elle ne souhaitait pas acquérir la totalité du chemin, et bon, simplement une bande là où elle a mis sa clôture, qui représente de mémoire 18 mètres carrés, c'est écrit en Libération. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de régulariser pour Madame Chantal cette acquisition, et comme ça, on en aura fini, je dirais, du chemin de Passeloup, qui retrouve sa vocation de chemin, piéton, vélo, et bon, qui est assez sympa à prendre et qui arrive sur la route Océane, et après la bande cyclable en traversant pour aller ou vers Rondres ou vers Saint-Martin. Donc, je reprends le Code général des collectivités territoriales. L'arrêté de Madame le maire en date du 11 juillet 2019 portant ouverture de l'enquête publique en vue de procéder au redressement partiel du chemin rural de Passeloup, à la constatation de la désaffection d'un tronçon de chemin et l'aliénation de la partie désaffectée, vu les conclusions favorables du commissaire enquêteur, vu la délibération du 1er juillet 2019 constatant la désaffection partielle du chemin rural de Passeloup et décidant de lancer la procédure de cession du dit chemin, vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2019, consentant au redressement partiel du chemin rural, confirmant la désaffection partielle de ce même chemin, et autorisant l'aliénation de la partie désaffectée. Donc après, il y a la délibération en date du 14 mars 2024, par laquelle donc, le conseil municipal a approuvé la cession des parcelles totales du chemin de Passeloup à M. Alain Bord d'une part et Mme Plaisance d'autre part, vu la prorogation de la vie des domaines fixant à 70 € par mètre carré le prix de vente, considérant qu'un plan de découpage a été établi par la SCP Antion Irachet et Nelson Jacques, géomètre expert, considérant que l'acquisition de la partie du chemin de Passeloup jouxtant leur propriété a été proposée par courrier aux propriétaires riverains selon le plan de découpage que vous aviez en annexe dans votre dossier, considérant que seul M. Alain Bord d'une part et Mme Plaisance d'autre part ont souhaité dans un premier temps se porter acquéreurs de la partie du chemin de Passeloup, jouxtant leur propriété, la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2024 ayant autorisé ces deux ventes, considérant que par la suite Mme Chantal a finalement décidé de se porter acquéreur de la partie du chemin jouxtant sa propriété, et il convient donc de procéder à cette dernière vente. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la vente à Mme Chantal de la parcelle figurant en bleu clair, pour ceux qui ont des photocopies couleur, mais je crois qu'on les a envoyées en couleur, au plan établi par la SCP Antion Irachet et Nelson Jacques, géomètre expert, moyennant le prix de 1 260 € pour une superficie de 18 mètres carrés. Autorise M. le maire à signer les différents actes juridiques et administratifs et tout document y afférent, et l'article final est assez classique sur la responsabilité de la mise en application de cette délibération qui sera adressée, comme d'habitude, pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Je ne pense pas. Juste un commentaire. En fait, pour compléter ce qu'a dit Gilles, que je remercie pour sa synthèse de la délibération, c'est un ancien maire qui avait adressé un courrier aux riverains pour les... Vous l'aviez déjà dit ça, monsieur Bresson. Mais je le répète aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, c'est une information intéressante. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie sur cette délibération. Donc, on va parler un petit peu finances avec, c'est traditionnel que lorsqu'il y a des livraisons de logements sociaux, on pense derrière aux garanties d'emprunt. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner que c'est un repère important, ces garanties d'emprunt, qui questionnent de plus en plus devant la difficulté des financements sur les bailleurs sociaux, et je trouve que vraiment c'est important que les collectivités locales et notamment la mairie de Saint-Martin continuent cet accompagnement des bailleurs sur ce sujet diabolique en ce moment qu'est le logement, malheureusement. Hervé Labadie, donc sur la garantie d'emprunt pour
HSA lié aux 7 logements de la résidence Honton. Donc la délibération 58, dans le cadre de la réalisation de la résidence Honton par le promoteur immobilier Adifin, le bailleur social Habitat Sud-Atlantique a acquis en vente future d'achèvement 7 logements, moyennant l'obtention d'un prêt à hauteur de 617 443 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La commune de Saint-Martin-de-Seignance désire accorder sa garantie à hauteur de 50% pour ce prêt, soit 308 721,50 €, augmenté de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. La garantie de la collectivité couvre la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'éligibilité. Il s'agit là d'une procédure tout à fait classique, comme l'a rappelé Monsieur le maire, eu égard aux objectifs de production de logements sociaux sur la commune et surtout sans risque. En conséquence, nous vous proposons de valider cette proposition et de charger Monsieur le maire et ses adjoints concernés de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. J'en profite pour souligner que la livraison et l'inauguration surtout des bâtiments a eu lieu là il y a quelques jours. C'est vraiment un projet qui s'insère parfaitement, notamment sur l'insertion paysagère. Et on a donc du coup ces 7 logements sociaux et vraiment c'était un plaisir de rencontrer notamment les nouveaux habitants qui sont vraiment dans des situations sociales compliquées. Je pense notamment à cette mère de famille qui avait son petit enfant de 2 ans qui était sans chambre sur le logement précédent. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir concrètement nos décisions qui modifient aussi la vie au quotidien de ces familles. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Question. Oui, pardon. Est-ce qu'on tient une comptabilité des différentes garanties d'emprunt qu'on apporte Non. Non, je pense qu'il faudrait. Non, mais je plaisante, monsieur le président. Sur les garanties d'emprunt, j'espère qu'on a quand même. On a même un tableau de suivi. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de ma question? Est-ce qu'on la tient globalement ou par opérateur? Non, globalement. Je pense qu'il faudrait le faire également par opérateur. Oui, mais sauf que voilà, c'est vite fait, quoi. C'est-à-dire par opérateur, c'est HSA 95% et 5% XL, donc ça va vite, entre guillemets. Je vous le dis parce que je l'ai bien en tête ce tableau. Effectivement, c'était un sujet pour beaucoup de collectivités. Et sur mon propos introductif, finalement, c'était un peu ce que je voulais cibler. C'est qu'aujourd'hui, pour les collectivités, ça pourrait être, et ça a été pendant quelques temps, des sujets, non pas d'inquiétude, mais en tout cas de questionnement sur ces garanties d'emprunt. Et en tout cas de savoir si lors d'une demande potentielle de prêt bancaire, les établissements bancaires allaient les considérer dans l'analyse financière. Il se retrouve qu'aujourd'hui, et c'est un sujet que je connais bien et du coup sur lequel je suis attentif, en tout cas un peu mieux que sur la question de la première délibération sur l'INOTAPI, et du coup, non, ça c'est pas tenu compte par l'analyse financière des établissements bancaires, donc c'est aussi rassurant de ce côté-là. Sur l'obtention des emprunts dans les collectivités. Oui, l'équilibre. C'est s'il y a un opérateur qui dépose le bilan, on se retrouve en garantie. Oui. Tout à fait. Donc à ce moment-là, il faut savoir, vis-à-vis de tel ou tel opérateur, quelle garantie on aurait à apporter. Mais c'est vrai qu'on ne travaille aujourd'hui qu'avec 2 opérateurs sociaux, en l'occurrence sur tous les projets qu'on vient d'évoquer, et en tout cas ceux depuis le début du mandat, depuis mai 2020. Il n'y a que XL et HSA. Effectivement, la santé financière des bailleurs sociaux, vous la connaissez comme moi, elle est fragile dans le sens où notamment pour les nouveaux projets. Après, sur les fonds propres et sur la situation globale de ces établissements, bon, on a quand même quelques certitudes sur leur santé. Après, c'est vrai que le modèle économique des bailleurs sociaux, avec cette vente imposée par l'État depuis quelques temps, complexifie forcément leur équation financière. Mais effectivement, bon voilà, il y a eu un sujet, notamment il y a 2 ans à peu près, sur ces garanties d'emprunt. Il y a eu des enquêtes en quelque sorte, en tout cas ça a été un petit peu étudié à un spectre un peu plus large. Aujourd'hui tout le monde est un peu rassuré, et même si
le côté rassurant d'il y a 2 ans n'exclut pas le contrôle qu'on peut y avoir aujourd'hui et au quotidien. Juste pour préciser, et même si je comprends que tout le monde ne le lise pas entièrement, le montant de la garantie apparaît dans le rapport d'orientation budgétaire qu'on vous a présenté. Ah, ça c'est un petit tacle pour Mike. À vous qui dites à chaque fois du bien d'Hervé, alors là, il va falloir dire du mal. Hein. C'est pour inverser, effectivement, Régis. mais au global, moi, ma question... Ah oui, oui, oui. C'est ça. Parce qu'on a tellement l'habitude que... Oui, Gilles Pénoche. Ouais, non, je voulais préciser que, évidemment, que ça a été un combat pour les bailleurs sociaux pendant des années de convaincre que le risque, alors le risque zéro, comme on n'y n'existe pas, mais là le risque il est même pas faible, il est négatif, parce qu'il faut savoir que bon, un bailleur social il a ses fonds propres, comme disait Monsieur le maire, mais il a aussi un patrimoine, c'est-à-dire que ce soit XL Habitat ou HSA, comme par exemple HSA, si HSA était en difficulté financière, il suffirait de vendre quelques propriétés à Saint-Jean-de-Luz ou dans le centre-ville de Bayonne pour pouvoir récupérer. C'est-à-dire que le fait qu'on garantisse les emprunts, ça évite aussi au bailleur social de cotiser à 1 voire 1,5% du montant de l'opération à la CGLLS et à la caisse de garantie du logement locatif social, ce qui à un moment donné est toujours pour le bailleur social 1,5% sur une opération de 20 ou 30 millions, ou voilà, ça peut représenter beaucoup. Non, Voilà. La question n'est pas une remise en cause. Non, mais je le sais, mais la garantie, hein. je reprécise que... Non, mais oui, c'est normal. Non, mais ça, c'était normal, mais je dirais que ça a été une question, enfin... Moi, quand je bossais chez HSA, mais combien de difficultés on a eu pour convaincre les élus qui ne voulaient pas. Et aujourd'hui, on en arrive aussi à avoir des participations, parce que nous, on prend 50%, la communauté de communes en prend 50%, et puis après, par exemple, sur Max, c'est la commune en prend 50%, le département, quand c'est, par exemple, Excel Habitant prend 25%, c'est-à-dire qu'on a... Et la communauté de communes 25. Donc il y a différentes répartitions, différentes clés de répartition. L'idée étant d'aller à 100% des collectivités par rapport à la garantie d'emprunt. Non, mais après c'est... Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette première délibération sur les garanties d'emprunt. Il va y en avoir une deuxième qui concerne, avec un peu de retard, la résidence Victoria, qui, elle, concerne à la fois du locatif social et du bail réel solidaire, 4 et 5, pardon. Et donc, je laisse la parole à Hervé pour une délibération assez sensible. Donc, la délibération 59. À celle d'avant. Oui, un peu différente quand même. Dans le programme de 30 logements sur la commune de Saint-Martin, dit Résidence Victoria, par le promoteur SGE Aménagement, le bailleur social Habitat Sud-Atlantique a réalisé 4 logements locatifs sociaux et 5 logements en bail réel solidaire. Pour ce faire, HSA a sollicité la communauté de communes du Seignance pour l'octroi d'une garantie d'emprunt, à la fois pour les logements réalisés en locatif comme ceux réalisés en bail solidaire. Dans le projet de convention tripartite concernant cette opération, la garantie d'emprunt est donc apportée par la communauté de communes du Seignance. Et la commune de Saint-Martin s'engage à mettre, quant à elle, tout en œuvre pour aider HSA dans la recherche des candidats afin d'éviter que cette dernière ait à supporter des vacances logement. Donc, c'est bien compris que la commune n'est pas garante dans ce programme. En conséquence, nous vous proposons d'approuver la convention tripartite avec HSA et la communauté de communes du Seignance pour la construction de ces 4 logements locatifs sociaux et 5 logements en bail réel solidaire sur la résidence Victoria et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Monsieur le maire et ses adjoints concernés seront chargés de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de l'égalité préfectorale. Merci beaucoup Hervé. Donc là en l'occurrence sur le BRS, pour ceux qui ont lu la convention, par exemple la répartition n'est pas la même, c'est ce que vient d'expliquer Gilles. Vous dire aussi que cette résidence du coup avait été livrée, mais pas inaugurée encore, du coup il y a quelques semaines également. C'est intéressant aussi parce que sur le BRS, il y a des couples, des familles, des personnes seules qui habitaient Saint-Martin et qui ont pu acquérir un bien à un prix
beaucoup plus accessible et abordable. Hein. Je rappelle certains chiffres. Un T3 en BRS s'est vendu par exemple aux alentours de 165 000 euros, 170 000 euros sur Victoria, quand le prix du marché est à 320 000 euros sur les opérations actuelles sur Saint-Martin dans le privé. Donc c'est vrai que c'est vraiment quand on parle de logement accessible et abordable, c'est du concret entre guillemets avec le BRS, et on ne peut que se féliciter que ce dispositif aujourd'hui soit devenu d'une certaine manière la règle dans l'accession sociale au vu des difficultés d'emprunt des ménages. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gilles. Juste une remarque par rapport au BRS. J'ai pas les chiffres en tête, mais globalement pour les plafonds de ressources, les plafonds de ressources en termes de BRS ont fortement augmenté, puisque je crois que pour une famille avec 2 enfants, sont passés carrément de 40 ou 50 à 80 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a toute une population qui aura accès au bail réel solidaire, voilà, c'est une très bonne chose. Parfait, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette convention tripartite avec la communauté des communes et HSA. On va passer pour la deuxième fois de la soirée à la médiathèque avec, vous en avez l'habitude depuis quelques semaines maintenant, la partie financière des subventions qu'on sollicite. Et là, en l'occurrence, c'est les subventions pour la programmation. Donc là, on voit bien qu'on se rapproche de l'ouverture de ce lieu. D'ailleurs, Marina, tu pourras donner la date d'ouverture du lieu. Et du coup, on va parler de la programmation à venir. Marina Bonnet, donc l'adjointe à la culture. Effectivement, la programmation de la médiathèque a été présentée en commission déjà en avril dernier. Et pour les autres, vous avez pu la découvrir en annexe. Elle tient évidemment compte de notre projet culturel. Elle fait écho à l'image qu'on a souhaitée de notre médiathèque comme un lieu de vie, un endroit garant du brassage et des rencontres. Nous avons eu l'ambition de proposer un équipement culturel de qualité à destination du plus grand nombre, tout public confondu, avec un accent mis sur la jeunesse et notamment sur les adolescents. Nous garantissons évidemment la politique tarifaire de gratuité, tant dans le fonctionnement courant de la structure que pour les activités et les animations qu'elle proposera. C'est en fin de compte une programmation riche, cohérente, autour du respect de l'environnement. La programmation annuelle se fera en 2 temps, la première de septembre à décembre et la seconde de janvier à juin. En sachant que le Conseil départemental des Landes, avec l'appui de la médiathèque des Landes, peut aussi apporter une aide financière sur l'animation de ce lieu culturel, il nous est demandé ce soir d'approuver le plan de financement qui précise les besoins de programmation culturelle 2024 de la médiathèque communale, ainsi que les demandes de subventions sur extension des horaires et hors extension d'horaires, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide, telle que précisée dans le tableau, auprès du Conseil départemental des Landes via la médiathèque des Landes. Je peux effectivement préciser que la bibliothèque actuelle sera fermée à partir du 15 juin pour la mise en place de notre future médiathèque, et que la médiathèque L'Anima ouvrira le 19 août au public et que l'inauguration se fera le week-end du 27 septembre. Parfait, merci. Donc vous avez vu, c'est comme on en avait déjà vu, il y a toujours une répartition des financements entre le conseil départemental et la médiathèque des Landes et la DRAC. Et vous avez vu, il y a à chaque fois l'extension des horaires qui est vraiment un levier très important pour le financement complémentaire de ce lieu. Et donc du coup ça nous permet aussi d'annoncer avec Marina Bonnet que les horaires de la médiathèque seront plus importants. Alors j'allais dire, bon évidemment on pouvait s'en douter, mais voilà, maintenant les horaires sont fixés et du coup ils vont augmenter par rapport aux horaires actuels de ce lieu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 60e délibération. On va passer donc à l'enfance-jeunesse, mais aussi à la solidarité. Et c'est d'ailleurs Laurence Gutiérrez, l'adjointe à la vie sociale et au CCAS, qui va présenter cette délibération concernant le dispositif d'aide au permis de conduire, un dispositif qui a beaucoup de succès depuis qu'il avait été installé en décembre 2020 par cette même commission vie sociale et solidarité qui était à l'époque
présidée par Madame Darumerlo, qui a passé le relais à Madame Gutiérrez. Laurence Gutiérrez. Donc depuis 2021, une aide de 150 € est accordée à tous les jeunes Saint-Martinois entre 15 et 30 ans qui souhaitent passer leur permis de conduire et qui sont inscrits à l'auto-école Nivadour de la commune et qui sont aussi engagés dans une démarche d'engagement citoyen avec le département, avec son dispositif PAC XL pour une valeur de 450 €. Les services, enfin là ça fait quand même 3 années que ce dispositif est en place. Les services jeunesse et finances se sont interrogés sur les critères d'éligibilité de cette aide afin de pouvoir fluidifier et faire perdurer ce dispositif de soutien aux familles. Donc, considérant que le dispositif communal d'aide au permis de conduire fonctionne bien, mais demande à être ajusté pour répondre pleinement aux nombreuses demandes et aux retours de terrain, considérant qu'à ce titre, les modifications suivantes sont proposées pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2024. Donc il n'y avait pas de durée de validité de ces demandes jusqu'à présent et on se retrouve dans le service avec des demandes qui ont 3 ans et c'est assez difficile de gérer ces dossiers. Donc on a pensé à une mise en place de la durée de validité de ces dossiers pour 2 ans à compter du jour de la demande, de l'abaissement de la condition d'âge maximal des bénéficiaires qui était de 30 ans jusqu'à maintenant et qui sera donc jusqu'à 25 ans, entre 15 ans et 25 ans à partir du 1er juillet, de l'extension des auto-écoles partenaires à celles situées hors de la commune à l'exception des auto-écoles en ligne pour permettre au plus grand nombre lycéens, étudiants de pouvoir passer leur permis sur leur lieu d'études. Le versement de l'aide directement aux jeunes bénéficiaires ou à l'ayant droit sur justificatif d'inscription et de réussite au code pour essayer de garder quand même une certaine confidentialité par rapport à cette aide et de soumettre cette aide à une dégressivité selon le quotient familial sur les bases de la CAF et qui sera donc réactualisé tous les ans. Il y aura maintenant 3 montants d'aide, 150 €, 100 € et 50 €. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver les modifications ci-dessus au dispositif communal d'aide au permis de conduire pour les jeunes Saint-Martinois, de résilier la convention partenariale avec l'auto-école de la commune, de mettre à jour le dossier de demande ainsi que tout document afférent et de prévoir les crédits nécessaires à la prise en compte budgétaire de cette évolution, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document pour mettre à jour ce dispositif. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce petit retoilettage, on va dire, lié à l'aide au permis? Monsieur Bresson. Oui, une remarque qui me paraît importante. En fait, un texte ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Or, on dit que c'est applicable à compter du 1er janvier 2024. À mon sens, ça pose une difficulté. 1er juillet. 1er juillet. Ah non, non, Elle a dit janvier. Ah si, j'ai dit janvier, pardon, mais c'est écrit juillet. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, c'est bon. Alors, si j'en crois ce que vous nous avez dit, l'aide précédente était de 450 €, c'est bien ça? Non, en fait, il existe une aide du conseil départemental de 450 € pour tous les jeunes landais qui s'inscrivent dans une auto-école et à qui on demande en contrepartie d'effectuer 40 heures de bénévolat dans une association. Donc il y a ce pack donc XL du conseil départemental, celui-là on ne le touche pas, il n'est pas à nous, hein, donc on ne le touche pas. Par contre on apporte quelques modifications par rapport à l'aide au dispositif communal. Le montant reste le même. Alors le montant est de 150 €, 100 € ou 50 €, tout dépend de la tranche. Et précédemment, c'était 150 €, quel que soit le quotient familial,
Et là, on a pensé mettre une dégressivité par rapport au quotient Ça familial. devrait entraîner une baisse de la charge communale a priori. On pense peut-être pas, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en ayant ouvert sur les autres auto-écoles, peut-être que ça va attirer un autre public. Donc voilà, mais c'était pour avoir une aide peut-être plus juste, voilà, par rapport à... J'ai juste une petite question. Oui. Par rapport au coefficient familial, il y a des jeunes qui ont 18 ans qui ne sont pas à la CAF et qui se payent le permis tout seuls. Oui. Comment ça va se passer pour cela? On va prendre le coef de leurs parents alors que c'est eux qui se payent le permis tout seuls. Oui, mais après, Il n'y a pas le choix. on ne peut pas rentrer dans les... soit le jeune est autonome financièrement et fait lui-même une déclaration fiscale, soit il est sous la responsabilité de ses parents. Donc après, on ne peut pas rentrer dans... Oui, mais là, on ne peut rien faire. Nous. Ah oui, mais... Donc je pense que ça aurait été bien qu'on garde, je sais pas moi, les 150 € pour tout le monde en fait. En fait, ce qui se passait aussi avec les auto-écoles, c'est que l'aide de 150 € était versée directement à l'auto-école. Là, la différence, c'est que l'aide sera versée à la famille à l'obtention du code et qu'ils n'auront pas à attendre la fin ils n'auront pas à avoir l'avance de frais à faire. Alors pour 150 € pour les quotients les plus bas et 50 € pour les plus hauts. Parfait, merci beaucoup. Pourquoi avoir... Pardon. Oui. Alors, Pourquoi tu demandes la parole, Didier? S'il te plaît, alors, puis-je avoir la parole? La parole à Didier Source. Pourquoi avoir descendu donc l'âge des bénéficiaires de 30 à 25 ans? On s'était calé au départ sur les critères d'éligibilité du conseil départemental et on s'est aperçu que finalement on pouvait se limiter à 25 ans pour passer un permis de conduire. Je pense que c'est suffisant. Et ça a été vu en commission. Il n'y a pas de demande en fait, pour le dire clairement. Voilà. Il n'y a pas de demande de 25 à 30 Entre ans. 25 et 30 ans, il n'y a plus de demande. Non, il n'y a pas de demande. Celui qui repasse son permis peut-être. Ça a vraiment été un état des lieux des services avant de prendre ces différentes décisions et au bout de 3 années donc de service. Parfait. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération concernant l'aide au permis de conduire. Et je vous propose maintenant de parler de transition avec Philippe Pourteau, l'adjoint au maire en charge de l'environnement, de l'agriculture et des réseaux. Et on va parler notamment d'un acte administratif, parce que c'est vraiment un acte administratif plus qu'autre chose, vous allez le comprendre. Ou en tout cas je le dis avant la présentation de Philippe Pourteau, pour la zone d'accélération des énergies renouvelables sur la commune suite à concertation publique. Philippe. Oui, alors par la délibération 113 en date du 11 décembre 2023, le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation en vue de la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, ZAENR, prévues par l'article 15 de la loi 175 de 2023 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, soit un dossier d'information sur les ZAENR envisagés par la commune, consultable du 18 au 29 mars 2024 sous 2 formes. Un registre de consultation disponible en mairie et une consultation par voie électronique. Donc, au bilan, aucune observation n'a été consignée sur le registre et aucune contribution reçue via la consultation électronique. Donc, il vous est demandé ici donc, de prendre acte du bilan de la consultation publique en vue de la définition des ZAENR sur la commune.
et de valider donc, ces aides AENR sur la commune de Saint-Martin-de-Seignances telles que présentées dans la cartographie du dossier de consultation du public que vous avez dû consulter puisqu'il se retrouve en annexe. Merci Philippe pour cette voilà, consultation publique. Vous l'avez compris qu'il n'avait pas de grand enjeu puisque déjà c'était l'État qui nous avait demandé au pas à marche forcée, plus que forcée, de faire ce document. Je crois que c'était en quelques semaines. Enfin, c'était vraiment. Oui, ça a été, on l'a travaillé un petit peu avec la communauté des communes, mais ça a été vraiment très, très rapide. Voilà, il y avait des délais qui s'imposaient à nous. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Je ne pense pas. On va procéder aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette délibération. On va terminer avec un peu de sport. Pas les JO, mais presque. En tout cas, le Tour des Landes. Le Tour des Landes, plus important presque. Le Tour des Landes cycliste 2024. Et avec l'organisation d'une étape sur ce Tour des Landes qui prend de plus en plus d'ampleur depuis 2 ans. Et je passe la parole à l'adjointe au sport, aux associations et aux festivités, Vanessa Morler. Cette délibération concerne une convention d'organisation pour le Tour des Landes cycliste 2024, considérant que la commune a toujours eu une tradition de course cycliste, considérant la labellisation de la commune en tant que territoire vélo, considérant l'engagement de la municipalité sur le développement des mobilités douces et de la pratique cycliste, considérant l'intérêt de promouvoir les pratiques sportives en cette année olympique, considérant l'importance en termes d'animation et d'image que le départ et l'arrivée de samedi 24 août d'une étape du Tour des cyclistes des Landes 2024 pour avoir pour notre commune, sachant que le départ et l'arrivée ce sera donc au stade de Denis. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver la convention d'organisation avec le comité départemental de cyclisme des Landes, d'approuver l'engagement de la commune pour permettre le bon déroulement et ainsi verser une participation de 1 000 €. Article 3, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'organisation du Tour des Landes 2024. Merci Vanessa. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, juste une remarque. Bon, c'est pour l'anecdote. Dans la convention, il est inscrit que chacune des parties s'engage à considérer les clauses de la présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans un accord préalable écrit de l'autre partie. Bon, comme on délibère là-dessus, c'est... Voilà. Je sais pas, oui, ils doivent avoir... Pourtant, ils n'ont rien à cacher, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon, ils ont dû avoir un souci à un moment donné. Donc, juste pour vous dire que cette étape est cofinancée avec la communauté des communes qui va financer à hauteur de 3 000 €. Nous 2 000 parce que bon, il y a quand même départ et arrivée à Saint-Martin-de-Seignances, donc on a quand même une belle... Pardon, j'ai dit 2 000, pardon, 1000, 2000, DE, voilà, 2 000 €. Et du coup, donc voilà, donc c'est quand même une grosse organisation parce qu'en fait le Tour des Landes a vraiment monté en régime depuis 2 ans. Il y aura des équipes, pour vous donner une idée, il y a 21 équipes sélectionnées, il y en avait 42 qui avaient postulé, des équipes anglaises, des équipes espagnoles, japonaises. Bon voilà, il y a vraiment une montée de cet échelon qui est le dernier échelon amateur, mais en fait qui a tout de l'échelon professionnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité pour cette dernière délibération. Et nous avons un conseil municipal à 100% d'accord pour ce soir. C'est une bonne chose. Alors, il y avait 3 questions déposées par la minorité. Je vous propose de passer la parole dans un premier temps. Alors c'était, vous avez indiqué à plusieurs reprises que la commune est privée de la DSR. Or il ressort d'un courrier que vous a adressé notre député que ça ne correspond pas à une réalité puisque la commune a été dotée d'une allocation de 50% de la dotation normale. Est-ce exact ou si oui, par quel motif? Non, ce n'est pas exact. Et c'est Hervé Labadie, l'adjoint en finance, qui va vous l'expliquer.
Pardon. Alors, Je pensais que c'était fini. effectivement, c'est erroné, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi tout le monde a tort et tout le monde a raison. La DSR, non mais ça dépend comment on lit la lettre de monsieur le député. Effectivement, la DSR a baissé, mais il faut savoir que la DSR est composée de deux fractions. La partie bourg-centre et la partie péréquation. Et si on va plus loin, la DSR fait partie de la dotation globale de fonctionnement. Donc on peut faire de la sémantique dessus. Alors oui, la DSR a baissé parce qu'on a supprimé la fraction bourg-centre. La fraction bourg-centre, c'est 320 000 euros et la péréquation, c'est 95 000. Et la procédure de suppression de la fraction bourg-centre se fait sur 2 années. La première année, on perd 50% et la deuxième année, on perd la totalité. Donc à ce jour, on n'a plus de fraction bourg-centre. Et c'est vrai que l'an dernier, la réduction n'était que de 160 000, si je puis dire, mais en vue de la suppression. Ça, c'était pour répondre à la question, la différence entre la baisse et la suppression. Et il me semble quand même, je vais faire appel aux membres de la commission finance, on l'a expliqué plusieurs fois, et je crois qu'on essaye d'être assez précis sur les termes de DSR, bourg-centre et péréquation. Maintenant, si vous le voulez, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour éviter des questions ultérieures, refaire un peu l'historique de cette DSR pour la part bourg-centre. Effectivement, déjà en 2014, la commune avait connu le même problème avec la suppression de la part de la fraction bourg-centre au motif qu'elle est rattachée à l'unité urbaine, à l'aire urbaine de Bayonne. En 2014, et parce que la loi n'était pas la même, la commune avait eu gain de cause parce que la situation géographique prévalait sur l'attachement à une aire urbaine. Je dis ça parce que l'aire urbaine était sur Bayonne, donc Pyrénées-Atlantiques, et Saint-Martin était dans les Landes. Donc la décision du préfet avait été retoquée parce que la situation géographique prévalait sur le rattachement à l'aire urbaine. Depuis, la réglementation a changé. Il n'y a plus de limitation départementale. Et ce qui prévaut aujourd'hui, c'est le rattachement à une aire urbaine comptant plus de 250 000 habitants. C'est pour ça que les arguments qui avaient permis d'avoir gain de cause en 2014 ne sont plus valables aujourd'hui. La loi est respectée avec cette suppression de la part de la fraction pourcent. Pour autant, on n'a pas baissé les bras. On a évidemment intenté un recours avec une petite subtilité, c'est qu'au lieu d'attaquer la loi elle-même, parce que là c'était perdu d'avance, on a attaqué les raisons du rattachement à l'aire urbaine de Bayonne. Pour ce faire, évidemment, on s'est rapproché du centre de gestion 40 et de la DAC pour nous conseiller fiscalement, et on a informé les parlementaires et l'Association des maires de France, les parlementaires étant notre député et notre sénateur. À ce jour, on a reçu des réponses sur les actions menées par les uns et les autres de l'Association des maires de France et du sénateur. Ça ne veut pas dire que le député n'a peut-être pas fait de recours, mais à ce jour, on n'a pas reçu de réponse. Ça date de quand Les dernières, c'était le 26/10/2023. Voilà. 2024. 24. Alors, je ne parle pas de la lettre qui vient d'arriver. Ah, pardon, j'ai entendu 26 avril, je croyais. 26/10/10. 26 octobre. Je ne parle pas de la lettre qui vient d'arriver. Moi, j'ai copie de la lettre que le député vous a adressée suite à votre saisine, du 24 octobre. Franchement, là, on vient de recevoir une lettre. Enfin, non, mais vas-y, je l'ai sous les yeux. Mais continue, c'est pas le sujet. En tout cas, le sujet, c'est que, voilà, on a eu, suite à notre sollicitation au mois d'octobre 2023,
les réponses de l'Association des maires de France et du sénateur. Et du député également. Et alors, on n'a pas reçu de réponse du député. Je l'ai sous les yeux. Alors, j'ai pas dit qu'il n'était pas intervenu auprès de la préfecture. On a dit simplement qu'on n'avait pas eu. Nous. En tout cas, je vais jusqu'au bout. Après, oui, il va jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est important, c'est ce qu'il va dire par contre, après. ce que je voulais dire maintenant, qui est quand même positif et qui nous rassure, c'est que la démarche du sénateur, qui est intervenu auprès de l'INSEE et auprès du ministre des collectivités territoriales, a permis d'avoir confirmation que le rattachement de Saint-Martin à l'aire urbaine de Bayonne était sans valeur. C'est-à-dire que les deux bicoques qui pouvaient servir de rattachement ne sont pas dans les critères, puisqu'il faut un critère de population, d'habitants, et ce n'est pas le cas. Donc on a reçu, par l'intermédiaire du sénateur, la réponse de l'INSEE qui nous dit effectivement Saint-Martin n'est pas dans l'aire urbaine de Bayonne. Donc vous doutez qu'on continue la procédure avec un argument de poids, puisque ce qui avait permis de nous priver de cette part de la DSR n'est pas légal. Donc on a... Voilà. Mais là, c'est... Alors que nous on le dise, c'est une chose, mais là c'est le directeur de l'INSEE qui l'a dit. Voilà. Et ça c'est différent. Pour que ça soit compris de tout le monde. Voilà, donc pour tout vous dire, il y a une actualité toute chaude sur ça, c'est que j'ai la secrétaire de la sous-préfecture qui m'a appelé tout à l'heure, en me disant qu'effectivement, donc, ils avaient bien reçu cette attestation de l'INSEE, signée par le directeur de l'INSEE, qui a été remontée donc à la DGCL, et on espère bien, comme le dit Hervé, qu'elle va avoir une influence non pas sur cette année, mais surtout sur l'année dernière aussi, et qu'on récupère la totalité de la somme. De la part bourse. Voilà. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Ah, attendez, non, on va. Oui, mais on va voir. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Voilà, on n'a pas l'argent. Je voudrais répondre à ce qu'a dit M. Abadi, puisque j'ai sous les yeux un courrier daté du 30 octobre 2023 du député Cos à Julien Fichot qui dit ceci. Donc c'est une réponse. J'ai pris connaissance avec le plus vif intérêt de votre correspondance du 24 courant relative aux conséquences de l'inscription de Saint-Martin-Seignan à l'unité urbaine de Bayonne, qui a eu pour effet de générer une baisse globale de la DGF pour votre commune en 2023. Cette décision est d'autant plus fâcheuse qu'elle rompt une évolution positive de cette dotation depuis 2017. Je vous remercie pour le rappel aimable de mes précédentes interventions sur ce sujet, qui m'avait conduit à saisir les plus hautes instances de la justice administrative qui avaient reconnu le bien fondé de l'argumentation de la commune. Il va de soi que ma position n'a guère évolué depuis lors, et de ce fait, mon soutien vous est acquis, qui s'est déjà exprimé par mes récentes interventions tant auprès du ministre délégué aux collectivités territoriales comme auprès de Madame la préfète des Landes, et dont je vous tiendrai informé du suivi. Je tiens également à vous renouveler par la présente mon total dévouement pour vous accompagner dans l'exécution de votre mandat, ce que je n'avais pas manqué de vous rappeler à maintes reprises depuis 2020. Je reste ainsi à votre disposition pour définir les modalités de cette collaboration, étant précisé que j'examinerai avec la meilleure bienveillance toute demande de rencontre ou d'intervention, vous souhaitant bonne réception, etc. Donc c'est un courrier qui est daté du 30 septembre et qui vous est adressé. Et beaucoup plus poli que celui qu'on a reçu récemment. Hein. Non, c'est un peu plus d'élégance que le dernier courrier reçu. Ça dément ce que vient de... Oui, bon, ça... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le courrier du député qu'on a reçu et qui nous a pas du tout fait plaisir, à nous élus, vu le côté très jugeant de notre action, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, c'est le folklore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la commune de Saint-Martin récupère ses 320 000 euros, et c'est bien ça l'essentiel de nos débats. Du coup, comme je le disais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette suppression, et c'est vraiment un coup dur sur des années qui sont complexes pour les finances de notre commune, et j'espère bien, effectivement, qu'on aura la joie d'avoir cette régularisation sur les 2 années. J'insiste sur les 2 années. Je crois que si le courrier du député vous a déplu, c'est peut-être aussi parce que votre éditorial dans la dernière tribune a déplu au député. Quel éditorial ?
le dernier éditorial dans la revue communale, dans lequel vous faites une assimilation assez nette entre les décisions gouvernementales et l'extrême droite. Et ça lui a déplu, je pense que ce courrier... Ah oui, mais alors je vous confirme, en plus, je pense que c'est pas possible, vous discutez pas des mêmes choses avec le député, parce qu'il me semble que le député, justement, il a été dans le sens de ce que j'évoque dans ma tribune, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans le sens du gouvernement sur la décision de flirter avec l'extrême droite. C'est ce qu'il dit dans son courrier, et c'est pourquoi il regrette. Non, là vous me mélangez les pinceaux, monsieur Bresson. Je dis la même chose que le député dans mon édito. Absolument pas. Mais, relisez mon édito. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais quand vous parlez des décisions, vous dites que la majorité actuelle flirte avec l'extrême droite. Mais bien sûr. Mais vous étiez présent il y a quelques semaines lors des débats à l'Assemblée nationale sur la loi immigration ? Non mais monsieur Bresson, vous évoquez quelque chose, un conseil municipal, qui est quand même un endroit sérieux, et vous dites n'importe quoi. Ah non, absolument pas. Mais bien sûr que si. Absolument. Vous évoquez... Non mais c'est quand même important de redire ce que vous venez de dire. Oui. Vous dites que le député n'est pas d'accord avec ce que je viens de décrire dans l'édito, alors que je vais dans le sens du vote, puisqu'il n'a pas voté la loi. Il n'a pas voté avec la façon dont vous l'écrivez. Mais non, monsieur Bresson. C'est lui-même qui me l'a dit. Bon, alors, je pense que vous êtes mal compris, parce que je pense que monsieur le député, il devait être bien content de voir que, en tout cas, j'étais très content de voir que nos députés avaient la même vision des choses sur ce sujet, et je peux vous dire que je suis très motivé, en tout cas, et je le réexprime en conseil municipal, pour combattre cette montée de l'extrême droite, et il me semble que oui, le gouvernement a attisé forcément un débat sur ce sujet de la loi immigration en ayant les termes de la loi présentée en Assemblée nationale et dans le Parlement. Je vous lis ce que m'a écrit Lionel Causse. Non, mais là, honnêtement, c'est pas le lieu. J'ai lu la tribune de M. Fichot, je la trouve excessive. Assimiler la majorité au RN, ça me laisse d'une démagogie très forte. Mais arrêtez avec ces... Vraiment, ça me... Alors, je vais aller chercher... Est-ce que quelqu'un peut aller chercher le bulletin ? Parce que je commence à en avoir marre, monsieur Bresson, qu'à chaque conseil municipal, vous évoquiez les termes de populisme et de démagogie. À un moment donné, il faut arrêter, dans une séance du conseil municipal, où on doit être avec une hauteur de vue, avec des assimilations sur ces deux termes. J'en ai marre, vous n'avez pas la parole. J'en ai marre que vous employez ces termes à chaque fois. Vous transformez systématiquement les paroles des uns et des autres. Tous les élus de mon conseil municipal en ont marre de cela également. Donc je vais relire ma tribune en entier, monsieur Bresson. Et je garde la parole. Faire société, ce qui nous lie. En Ukraine et au Moyen-Orient, 2 conflits majeurs embrassent notre monde et nous poussent au bord du précipice d'une guerre mondialisée. Les images des massacres circulent désormais en temps réel et nous montrent à nouveau, si besoin était de le faire, que l'homme peut être capable de barbarie. Nous ne pouvons que souhaiter que la paix revienne pour cette année 2024. Depuis plusieurs années, et notamment en 2023, la montée des populismes a été malheureusement mondiale. Et en 2024, au moment où la moitié de la population mondiale va voter, nous pouvons craindre que les démocraties reculent. À chaque fois, des digues ont cédé, submergées par les vents de la peur, de la rage et du ressentiment. Et ces reculs démocratiques sont souvent synonymes de la banalisation du racisme et de la haine de l'étranger, la peur de l'autre. Je regrette que le gouvernement, il y a quelques semaines, ait joué avec des positions extrémistes dans ce lien qui nous lie avec l'autre, et notamment la priorité nationale. Il est bon de rappeler que l'extrême droite est contre l'ISF, que l'extrême droite est contre l'IVG, ou contre l'égalité femmes-hommes, en témoignent plusieurs refus de vote en ce sens au Conseil européen. Alors que plus de 2500 migrants sont morts en 2023 en Méditerranée, une hausse de 50% par rapport à 2022. Les tragédies s'accumulent et nous faisons le deuil de notre humanité.
Est-ce qu'en accueillant en 2015 1,1 million de migrants, l'Allemagne a bouleversé son modèle social? Non, pas le moins du monde. Alors de quoi avons-nous peur? Eux, c'est nous, titrait l'écrivain Daniel Pennac dans l'un de ses livres, et il ajoutait « Comment pourrons-nous nous le pardonner ?» Alors il n'y a pas de fatalité. Il faut saisir l'opportunité d'opposer autre chose que des barrages symboliques ou moraux, et surtout reconquérir le progrès social. Pour ces prochaines élections européennes, nous aurons des choix à faire, et tout d'abord, aller voter. À Saint-Martin-de-Seignances, pour la 2e édition, nous organiserons une soirée citoyenne le vendredi 24 mai prochain. Et toi, tu sais voter? Un test grandeur nature pour mieux appréhender ce geste citoyen et accompagner ceux qui se questionnent sur ce droit fondamental. Et faire société, tous ensemble. Donc dans mes paroles, il ne me semble pas du tout, et l'ensemble des élus qui est autour de ce conseil, autour de cette table, je pense, l'a bien compris, il n'y a pas du tout de démagogie. C'est tout l'inverse, justement, monsieur Bresson. C'est prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur cet enjeu qui, moi, me prend les tripes. Si vous saviez, monsieur Bresson, comme ça me prend les tripes, vous ne pouvez pas avoir imaginé. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai trouvé important, lors de mon discours des vœux, et lors de cet édito, avoir cette orientation sur l'édito qui me paraît important. Et d'ailleurs, je vous précise que justement, j'ai eu beaucoup de témoignages. Je pense même que depuis le début de mon mandat, c'est sur cet édito que j'ai eu le plus de témoignages de Saint-Martinois. Et la partie sur le gouvernement n'est pas du tout démagogique. C'est la première fois qu'une loi immigration où l'extrême droite a voté pour ce texte. Voilà. Donc là, je vous propose de passer à la 2e question et de s'arrêter sur ça au niveau de notre débat sur cette question. Merci d'avoir lu le passage qui fait grief auprès de Lionel Aucune Cos. démagogie. Merci, monsieur Bresson. Jouer avec l'extrême droite, c'est pas de la démagogie. Exactement. Et bien quand l'extrême droite vote un texte, si c'est pas jouer avec l'extrême droite, excusez-moi. Et alors on joue pas avec l'extrême gauche non plus. Non, mais arrêtez, vous êtes, on voit bien, vous ne savez pas quoi répondre, et du coup, voilà. Donc on va s'arrêter là, monsieur Bresson, je pense que l'argumentaire a été le bon. Donc je vous propose de passer à la 2e question. Avec la prise en compte de la compétence transport et celle de la police, contre notre avis, nous sommes inquiets sur l'état des finances communales pour lesquelles nous n'avons cessé de vous alerter. Nous vous avions indiqué le risque que cela représente en matière de charges qui auraient pu être prises en compte par la communauté de communes. Aussi, nous vous demandons dans quelle mesure vous pouvez nous assurer que vous n'augmenterez pas les impôts locaux dans un proche avenir ou lors de votre éventuel prochain mandat. Alors ça aurait pu être monsieur Labadie qui aurait pu répondre également à cette question. Bon, assez simplement, bon déjà je vous remercie de vous projeter déjà sur mon futur mandat. Je vous propose quand même d'organiser les élections en 2026. Hein, on va le faire, les élections. Du coup, non, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous préciser et vous assurer que je n'augmenterai pas les impôts et que ce conseil municipal n'augmenterait pas les impôts. Déjà, voilà, c'est le conseil municipal qui devra prendre cette décision ou pas dans les années, dizaines, quinzaines, 20 ans. Enfin, on ne peut pas mettre de date et de durée sur ces repères-là. En tout cas, ce qui est important, c'est que, évidemment, sur les finances locales, on a une problématique de plus en plus épaisse. D'ailleurs, je vous proposerai peut-être une motion dans les semaines à venir, puisqu'il y a eu l'Association des petites villes de France qui a proposé une motion aux villes qui sont de notre strate, justement par rapport à ces finances publiques et la difficulté pour les communes de tenir ces budgets et ce service public. Ce qui est sûr, c'est que ça serait une hérésie que de me projeter sur un temps aussi long. Je veux dire, ça ne serait pas sérieux de ma part, on le voit. Qu'est-ce qu'on vient de débattre ensemble ce soir? C'est en l'occurrence d'une somme de 320 000 € qui peut du jour au lendemain revenir dans les caisses de la commune. Quand on a évoqué le budget de la commune et notamment les charges sur lesquelles on peut avoir le plus d'impact, c'est-à-dire les charges à caractère général, c'est-à-dire tout ce qui fait le quotidien d'une collectivité, 320 000 €, c'est une somme colossale. Donc on voit bien que la difficulté aujourd'hui pour les mairies font que on ne peut pas, et ce ne serait pas sérieux, si déjà dans 6 mois j'avais quelques certitudes, ça me conviendrait déjà beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de dogme
politique dans ce conseil municipal. Il faut simplement bien analyser, faire le bon diagnostic, travailler avec les acteurs qui nous accompagnent, c'est-à-dire les conseillers aux décideurs locaux, comme on les appelle maintenant, puisqu'il n'y a plus de percepteurs en ce sens. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit depuis 4 ans et sur les 4 premiers budgets de notre commune, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, tout simplement parce qu'on considère qu'ils sont à un niveau déjà haut et que surtout il y aurait peut-être, et d'ailleurs c'est des sujets qu'on va évoquer dans les semaines et mois à venir avec la commission finances et Hervé l'avait dit, un travail sur les bases à réaliser. Ça a d'ailleurs été un travail qui a été fait par la CCID avec l'ensemble des élus dernièrement. Et donc voilà, donc je ne peux raisonnablement pas m'avancer sur la fixation de ces taux pour les années à venir. Je vous propose également d'aborder la troisième question qui est... Juste sachant que les taux n'ont pas augmenté depuis 2004. Oui. Donc ça fait quand même 20 ans que les taux n'ont pas changé. Donc là, Non, c'est faux ça. Non, c'est pas faux. Ah non, c'est pas faux. Ils ont été augmentés Non. au début du second mandat de Madame Dardy. Non. Non, c'est le transfert à la communauté des communes. Non. À chaque fois on a les mêmes discussions, Non, monsieur non, Bresson. non, Chaque non, fois non. je vous dis la même chose. Le taux de 2023 était... C'est les transferts à la communauté des communes sur la taxe professionnelle. C'est ça qui avait fait les changements de taux. Ça c'est 2011. Oui, Non, 2010-2011. Ça, c'est la taxe d'habitation. Mais avant, il n'y a pas d'autre La taxe, augmentation. si, la taxe d'habitation a été augmentée de 20%. Non, Non, c'est pas faux. Non, monsieur Labadie a tous les chiffres. non, mais quand même, non, mais sérieux. Je ne parle pas de la taxe d'habitation, elle n'existe plus, et la suppression de la taxe professionnelle avait une incidence sur la taxe d'habitation. Taxe foncière, taux voté par la commune 2023, 18,22. Taux voté par la commune 2004, 18,40. Et depuis, ce taux n'a pas changé. Il est de 41,43 parce qu'il y a eu un transfert de taux de l'intercommunalité et du taux des départements sur le taux de la commune. Mais le taux de la commune n'a pas changé depuis 20 ans. Non, mais On est d'accord. que le taux foncier n'ait pas changé, c'est une chose. Quand on dit les taxes n'ont pas augmenté, c'est une autre chose. La taxe d'habitation. Alors on va le reformuler, monsieur Non, mais Bresson. on est Est-ce que dans le cœur du sujet. On est dans est-ce le que cœur ce du conseil sujet. municipal a augmenté les taux depuis Non. 2024? Non. Voilà, on avait tous compris la même chose, monsieur Bresson. Ah non, Si, parce vous que- faites de la sémantique là. Ah non, du tout. Si, oui, c'est que de la sémantique, donc vous avez raison. Les taux ont augmenté par le fait des reports du département sur ces taux-là. Par contre, ce conseil municipal de Saint-Martin-Seignance n'a pas augmenté les taux depuis 20 ans. Voilà, C'est point faux. barre. Mais C'est si, faux. mais C'est non, faux. mais vous l'avez. Alors, attendez, mais je souhaite que ce soit inscrit au PV. Ah oui, Ah ben tout, et c'est enregistré, monsieur Bresson. Alors, le taux de la taxe d'habitation a été augmenté. mais la taxe d'habitation n'existe plus. Non, mais attends. Non, mais oui, mais avant. Non, non. Ah oui, bon. Quand on dit les taux n'ont pas été augmentés depuis 2004, c'est faux. Alors, Moi, je vous dis que les taux ont été augmentés au début du second mandat de Madame Dardy, et pas qu'un peu. Le taux de la taxe d'habitation a été augmenté de 20%. Donc, deuxième mandat, ce devait être en 2008. C'était pas les ordures ménagères qui avaient été ajoutées? Non, il y avait non. Il y a eu 20% d'augmentation, ce qui nous avait fait suffisamment réagir. bon, enfin, là, on ne va pas communiquer, mais moi, Oui, je du pense que second ce qui nous mandat, vous voulez intéresse- dire. Second mandat. Ce qui nous intéresse, c'est ce sur quoi on peut jouer aujourd'hui, parce que la taxe d'habitation, c'est pas à peine à parler. Si on doit augmenter les taux, c'est sur la taxe foncière. Et je voulais simplement rappeler que ça fait 20 ans que les taux de taxe foncière de la commune n'ont pas augmenté. Voilà. Alors, c'était un peu le sens de la question, puisque se basant sur l'histoire, je ne sais pas si c'est allumé ou pas. Ça parle en C'est parce qu'il faut que tu éteignes. Ah, tu veux que j'éteigne? Oui. Tiens, je sais pas ça par Oui, contre. je veux dire que c'était gros. Se basant sur l'histoire, c'est là-dessus qu'on voulait en venir. Quand on pose la question, est-ce que vous augmenterez les impôts? La réponse, on la connaissait, elle est évidemment non. Évidemment. J'ai je pas sais dit non, j'ai Non, dit mais je sais pas. Voilà. C'est clair que quand on va sais pas. à une élection, on n'augmente pas les taux la veille de l'élection. On les augmente plutôt après. Et quand tu dis les taux n'ont pas augmenté depuis 20 ans, ça coupe l'argument parce que le risque c'est qu'effectivement les taux soient augmentés dès la première année de la prochaine mandature. D'ailleurs, quel que soit
celui qui sera élu pour diverses... Ah non, c'est marqué. Éventuel prochain mandat. Vous avez quand même quelques certitudes. Monsieur Bresson, vous avez quand même quelques certitudes. Je viens de dire quel que soit celui qui sera élu. Et je peux vous comprendre. Ah, il faut avoir un peu de... J'ai beaucoup d'humilité, mais voilà, c'est pour rigoler, un peu d'humour. La ville de Bayonne souhaite favoriser les fêtes en journée au vu des désastreux résultats du bus des fêtes de 2022 et 2023. La commune envisage-t-elle d'en revenir à une gestion en régie comme par le passé afin d'offrir aux Saint-Martinois un meilleur service? Et du coup, c'est Gilles Pénoche, l'adjoint au maire en charge des mobilités, qui va répondre. Alors, la question est opportune puisque les fêtes de Bayonne vont être avancées cette année. Donc on s'en rapproche de plus en plus et avec, tout le monde l'a vu, dans le sud-ouest, les modifications qui vont être apportées. Alors ça tombe bien aussi puisqu'il y a une dizaine de jours, nous étions avec le directeur général des services et les communes de Tarnos et Ondres à une réunion à la mairie de Tarnos sur la nouvelle délégation de services publics du syndicat des mobilités qui a donc été confiée à RATP Transdev et qui sera effective début septembre. Alors, deux choses ont été annoncées. Bon, je peux parler de la première, monsieur le maire, sans parler de suite de Bayonne. Bon, notre ligne 54 va changer de numéro, mais de manière intéressante, puisque à partir de janvier 2025, le bus qui partira de Gony ira jusqu'au lycée Marac sur toutes ces lignes, c'est-à-dire pas simplement les lignes du matin. C'est-à-dire on reste sur une heure départ toutes les heures de Gony, mais on passera par le T2, on n'aura plus besoin de changer au T2, et on pourra descendre par la ZUP, le T1, par la ZUP, la rue Maubec, et tout le monde connaît le parcours, voilà, qui n'est d'ailleurs pas celui qui est emprunté par la fête de Bayonne, puisque là, on ne peut pas passer en centre-ville. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle dans le cadre de cette nouvelle DSP, qui fait la part belle aussi au trajet domicile-travail. On est moins concerné, notamment sur la zone de Tarnos, les zones du centre de fret et des Salines. En ce qui concerne les fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne, c'est une question que nous avons posée, nous, puisque Ondres, ils ont le T2 et Tarnos aussi. Bon, il nous a été répondu que ce qui était espéré déjà cette année, même s'ils avaient plutôt une bonne impression, c'est qu'il n'y ait pas de grève, puisque depuis en 2022-2023, les grèves des chauffeurs avaient quand même fortement embêté les deux premiers jours, le mercredi et le jeudi, puisque c'était revenu après à la normale. Donc, par contre, aujourd'hui, c'est Keolis qui va assurer donc, la fin de sa délégation de service public. Donc, s'il n'y a pas de grève, il y aura des bus le matin, ce qui n'était pas le cas en 2022-2023 où on partait à partir de 14h. Bon, donc là, il y aura des bus le matin, mais il n'y aura pas plus, parce qu'aujourd'hui, entre le matériel et le nombre de chauffeurs, le syndicat de mobilité et son délégataire Keolis ne sont pas en capacité, capables ils seraient, mais ils ne sont pas en capacité d'assurer un service plus important. Voilà, bon, donc, que dire de plus que... on peut aller aussi, je ne sais pas, covoiturer, laisser les gens aller chercher. Donc, le T2. Voilà, il y a quand même toujours le T2, il y a des solutions. Alors, un système ne sera pas parfait, mais sur les éléments qu'on a, les problèmes qui ont été rencontrés, ils sont très faibles. On n'a pas eu beaucoup de remontées, nous, en direct de mairie. Je pense que la séparation des gares de terminus entre les deux côtés de la Dour, ça a quand même fluidifié les choses, même si évidemment le problème récurrent, mais il n'est pas que pour Saint-Martin, il est pour Bassus-Sary, pour Saint-Pierre-du, pour Mouguer, c'est que tout le monde rentre à 3h du matin, et quand tout le monde rentre à 3h du matin, c'est difficile de prendre un bus de 50 ou 60 places, alors qu'il y a peut-être 200 personnes qui attendent. Bon, je sais que le syndicat de mobilité nous a dit avoir mis quelques bus en secours quand ils avaient des chauffeurs avec les temps de parcours. Mais aujourd'hui, il y aura des bus le matin s'il n'y a pas de grève, ce qu'ils espèrent, mais il n'y aura pas plus. Et évidemment qu'il n'est pas question de reprendre la régie. Moi, je rappellerai quand même que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, le maire les a, on a quand même une fréquentation qui est en hausse sur notre trafic de bus. On le voit bien, il suffit de se balader dans Saint-Martin, on voit qu'il y a de plus en plus de monde, des jeunes et des moins jeunes aux arrêts, et on est en augmentation, et je pense qu'aujourd'hui, on a gagné, puisqu'on va aller jusqu'à Marac,
après les fêtes restent les fêtes de Bayonne, où j'ai aussi vu dans le sud-ouest qu'on comptait sur peut-être 15% moins de fréquentation, et vu le vote qui sera fait là, au conseil municipal de Bayonne ce soir, de passer le bracelet à 15 €, peut-être aussi ça ralentira aussi quelques velléités d'aller faire la fête, et qu'il faudra, je vous le conseille en tout cas, rester plutôt à Saint-Esprit, qui est aussi un quartier sympa de Bayonne et non payant. Voilà. Je peux répondre? Oui, monsieur Bresson. Ah, j'éteins, excuse-moi. C'est bon, j'ai allumé. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc tu dis qu'il n'est pas question de relancer une régie, ce que je regrette beaucoup, parce que pendant 20 ans, on l'a organisée, cette régie. Pendant les 6 dernières années, on avait un niveau de service qui était autrement plus élevé que celui qu'on a, ou qu'on aurait dû avoir avec... Sur les fêtes, hein? Oui, je parle sur les fêtes, oui, sur le reste. La question porte sur les fêtes. Moi, je pense qu'on pourrait parfaitement lancer un appel d'offres. On n'a aucune obligation d'y donner suite en fonction des résultats. Quand on dit il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de moyens, moi j'ai souvenir que quand on lançait les appels d'offres, il y avait ce qui s'appelait à l'époque la RDTL, qui est maintenant Transland, qui répondait. Il y avait une autre société qui répondait, qui était moins disante et qu'on retenait, qui était le Basque Bondissant. C'était à l'agonie. Voilà. Donc, je regrette vraiment parce que, on va avoir droit à une grève cette année à tous les coups. Ils sont plutôt optimistes. Surtout que Keolis est en fin de vie. Donc, à Bayonne. Ce qui peut laisser supposer que si négociation il y a avec les employés, Keolis n'en aura rien à faire. Et donc que ce qu'on a vécu en 2022 et 2023 risque d'être encore plus catastrophique. L'année dernière, moi j'avais acheté 2 passes. J'ai pas pris une seule fois le bus, tellement c'était minable, quoi. Donc, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles on ne relance pas un appel d'offres en régie. Je vais juste... Avant Serge, moi je voulais juste dire une chose, que pourquoi on ne relance pas un appel en régie, c'est parce que je crois profondément que où on est dedans, où on est dehors. On ne peut pas être à moitié. Aujourd'hui, on est adhérent avec André Tarnos d'Enseignance du réseau Tchitchak. On a un service sur l'année, sur la navette des plages qui est important, qui va être augmenté sur les entreprises et sur nos trajets à partir de janvier à la nouvelle DSP. Il y a un service des fêtes de Bayonne. On peut considérer peut-être qu'il est pas satisfaisant. Nous, on n'a pas eu ces retours-là. Donc il n'y a pas de raison de faire une régie. Voilà, Serge Bouchir. Il me semble qu'il y a eu des problèmes avec la régie aussi l'année dernière pas la dernière. Pour pouvoir oui. les cabretons, tout ça. Mais ça, on l'avait déjà dit en conseil municipal. En fait, on a exactement le même débat qu'il y a un an. Est-ce qu'ils auraient pu nous après et on l'avait déjà dit à M. Bresson, mais il est un peu entêté sur ce sujet. C'est-à-dire que on partage tous le même constat que vous faites, Mike, mais vous oubliez tout à fait que l'année dernière, si la commune de Saint-Martin n'était pas adhérent à Tchitchak, il y aurait eu 0 bus. Ah ben oui, vous n'avez pas lancé l'appel d'offres. Mais non, mais M. Bresson, arrêtez avec ça à chaque fois. Labeune n'a pas eu de bus, Cabreton n'a pas eu de bus, Péroram n'a pas eu de bus. Tous les opérateurs que vous venez de citer n'avaient pas de chauffeur l'année dernière, et il n'y a eu aucune régie qui a fonctionné pour les fêtes de Bayonne 2023. Aucune. Il n'y a eu que le réseau Tchitchak qui a fonctionné. Donc vous avez tout à fait raison. Moi j'adorerais avoir 4 bus par jour à 15h quand j'y vais. Il se trouve qu'effectivement c'est laborieux parce qu'on le voit, ça demande une puissance de feu que n'arrivent pas à fournir les autocaristes aujourd'hui. Les autocaristes n'arrivent pas à fournir sur des événements comme les fêtes de Bayonne, parce qu'effectivement par rapport à il y a 10 ans, il n'y a pas besoin de revenir en arrière comme ça. La situation il y a 10 ans et la situation aujourd'hui est totalement différente. Le nombre de communes qui sont reliées à Bayonne par bus a explosé,
Et du coup, les autocaristes n'arrivent pas à avoir la main d'œuvre. Là, cette année, Keolis dit la même chose. Aujourd'hui, alors au-delà de la grève, on met la grève de côté, on ne peut pas savoir, hein, ça c'est des négociations. Effectivement, les échos qu'on a et que j'ai au niveau du conseil syndical de Tchitchak, c'est que c'est plutôt favorable par rapport au contexte 2023. Je le dis, le contexte n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un contexte où on a un nouveau prestataire qui est rentré finalement déjà dans le jeu, parce que la vérité c'est que le nouveau prestataire RATP est déjà au travail et a déjà rencontré les associations et les représentants du personnel, et donc du coup vous avez bien compris que forcément l'aspect managérial est bien. Mais moi je le redis, l'année dernière, la commune de Saint-Martin, si nous n'avions pas été adhérents de Tchitchak, nous n'aurions pas eu de bus pour les fêtes. Il n'empêche que moi je suis attentif toujours à ce qui est la plus belle offre de transport pour la commune pendant ce moment important, que je partage le constat que vous faites chaque année, donc je le fais à votre place parce que vous l'avez dit régulièrement, la fête se situe maintenant de plus en plus en journée, et effectivement il faut que les pouvoirs publics accompagnent cela. Par exemple, moi, ce que je trouve important, c'est que même si Tchitchak n'arrive pas à fournir plus de bus et de chauffeurs, comme l'a dit Gilles, il faut qu'on se batte, et faites-moi confiance pour cela, pour qu'il y ait des bus qui viennent quand il y a des problématiques de montée trop nombreuses sur les arrêts saint-martinois, qu'on puisse avoir un bus en réserve qui puisse vite être déclenché. Moi, c'est pour ça que je vais me battre, notamment pour 2024. Après, je comprends aussi, on est toujours dans des situations précaires au niveau RH sur ces emplois. La preuve est, pour tout vous dire, j'ai changé ce week-end encore avec un Saint-Martinois qui venait d'être embauché à Tchitchak, et je peux vous dire que là, vous voulez être conducteur de bus, vous allez à Tchitchak, c'est merveilleux. Il vous paie des formations, il vous paie un plan de carrière comme beaucoup de structures aimeraient en proposer. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mais en tout cas, sur ce sujet, on veut tous la même chose. Il y a simplement que les moyens ne sont pas les mêmes aujourd'hui par rapport à il y a une dizaine d'années. Je vais enchaîner sur une actualité aussi importante, c'est les élections du 9 juin 2024. Vous avez reçu il y a quelques minutes les premiers tableaux pour les élections, pas législatives. Vous voyez, la secrétaire a laissé législatives. Vous verrez que dans les tableaux, il y a marqué législatives. Ça a été rectifié. Ah, ça a été rectifié, d'accord. Moi, je n'ai pas eu encore le rectifié. Simplement pour vous dire qu'évidemment, beaucoup plus d'élus et de responsables d'élus du Conseil des sages souhaitaient le matin et pas l'après-midi. Évidemment, ça ne sera pas possible de respecter les desiderata de chacun, mais quand même, vous dire aussi que les personnes qui ont des obligations horaires, il y a quand même un peu de marge parce qu'on est 4 par session, et comme vous le savez, on peut tout à fait fonctionner à 3. Donc si jamais il y a des impératifs, je regarde Madame Lanterne par exemple, il n'y aura pas de souci pour partir 1 heure avant, pour arriver 1 heure après, hormis évidemment les assesseurs titulaires. Rappelez-vous, on proposera une formation aux élus 2-3 jours avant, on va vous donner la date, je ne sais pas si ça va être mercredi, jeudi prochain, mais évidemment président, vice-président, présidente, vice-présidente et assesseur titulaire, là par contre il faut que vous sachiez que vous devez être là le matin tôt et tard le soir. Et cette année, encore plus tard le soir, vu le nombre de listes. 38, je le rappelle, pour ceux qui ne l'avaient pas noté, même s'il n'y aura que, je crois de tête, que 19 bulletins, hein, on l'a su, hein, ou alors il y a 19 bulletins manquants. La moitié, voilà. Bon. Voilà. Oui, c'est-à-dire, avec 38, c'est bon. Voilà. Donc voilà, voilà, le dépouillement sera toujours une étape particulière pour les élections. Prochain conseil municipal, une semaine avant les fêtes de Bayonne, justement, le 4 juillet à 18h30, jeudi 4 juillet à 18h30 dans ce conseil. Je vous remercie à tous pour ce beau conseil municipal et rendez-vous le 4 juillet.